Première partie de cette présentation avec, pour commencer, les labels existants, puis une présentation d'un cas concret que j'ai pu étudier. Pour ce qui concerne les labels existants, donc il y en a qui se basent sur la RT 2012, c'est ceux que l'on connaît, qui commencent à être un petit peu anciens, donc Efinergie+, et Bepos Efinergie 2013. Ceux-là se basent sur la RT 2012. D'autres labels ont vu le jour et se basent eux sur l'expérimentation E+, C-. Il s'agit des labels BBC Efinergie 2017, Bepos Efinergie 2017 et Bepos Plus Efinergie 2017. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière chacun de ces labels et quels sont les différents niveaux de performance qui sont attendus? Pour le label BBC Efinergie 2017, on nous demande d'atteindre un niveau énergie à minima à 2, donc E2, et un niveau carbone à 1, donc il faut être E2C1. Pour un bâtiment Bepos Efinergie 2017, il faut atteindre un niveau énergie à minima égal à 3 et un niveau carbone minima à 1, donc E3C1. Enfin, pour le label Bepos Plus Efinergie 2017, il faut atteindre énergie égale à 4 et un niveau carbone égal à 1. Donc pour celui-ci, E4C1. Vous voyez qu'ils sont progressifs, mais vous pouvez aussi constater que pour ce qui concerne le carbone, le niveau exigé est le premier niveau, donc C1. Cela s'explique notamment par la pauvreté à ce jour de la base de données de l'IS. Un cas concret maintenant. Donc il s'agit d'un pavillon typique, maison très simple. C'est une maison de bailleur social telle qu'on les connaît dans ma région. Donc vous pouvez le voir, bâtiment très compact, pas de choses particulières. Celui-ci était, comment il est constitué? Il est constitué en termes de plancher, donc par un terre-plein qui est isolé sous chape par 56 mm de polyuréthane. Les murs sont en briques d'épaisseur de 20 cm, ayant une résistance thermique de 1,07, accompagné d'un doublage de 120 mm, ayant une résistance thermique de 3,75. Les plafonds sont isolés par de la laine soufflée, par 48 cm. Les menuiseries sont en PVC double vitrage, la VMC hydro-réglable, donc simple flux, et le chauffage et le chaud sanitaire assuré par une chaudière gaz et du solaire thermique pour répondre à l'obligation d'énergie renouvelable de l'RT 2012. Ça, c'est la constitution du bâtiment tel que nous l'avons conçu initialement pour répondre tout simplement à l'RT 2012 et au budget du maître d'ouvrage. Je précise que cette étude a été faite dans la zone H2B, donc la région centre où je me situe. Alors ce bâtiment, si je fais tourner l'étude, qu'est-ce qu'il donne? En termes de RT 2012, on voit qu'il est très performant puisqu'il a un BBIO de 56,5 points pour un BBIO max de 69,8 points. Cela s'explique par son orientation et sa compacité. Le CEP, coefficient CEP, au niveau du résultat RT 2012, on obtient 35,5 kWh d'énergie primaire pour un CEP max de 61,1 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Donc on peut constater que le bâtiment est déjà de base très performant, pourtant il est composé de matériaux relativement simples. Au niveau des résultats E+, C-, on obtient sur le bilan Bepos un résultat de 110,4 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, ce qui nous met automatiquement en E2. Le bilan carbone, donc vous l'avez compris, on a deux indicateurs, EGES-PCE et EGES, qui regroupent les produits de construction et les équipements et tout le reste des contributeurs. Donc sur EGES-PCE, on est à 676,75, ce qui nous classe en C1, et EGES 1057,64, qui nous met en C1. Donc ce bâtiment, sans avoir rien fait, c'est-à-dire uniquement le prendre tel qu'on l'a conçu et qu'on va le construire pour répondre à l'RT 2012, est déjà en E2C1. Alors quelle conclusion on peut déjà en tirer par rapport à quelle observation peut-être avant de conclure quelque chose, mais au moins observer les choses, c'est que finalement cette expérimentation, on voit qu'elle est assez progressive puisque un bâtiment RT 2012,
est déjà classé, enfin peut déjà être classé E2. Je rappelle quand même qu'il y a déjà certains labels qui permettent, dans les conditions où on remplit le E2 et le C1, d'obtenir déjà une labellisation. Donc, on peut supposer qu'il n'y a pas forcément de grands efforts à fournir pour passer peut-être en E3 ou en E4. C'est ce que nous allons voir dans les diapos suivantes. Alors, l'objectif est d'atteindre le niveau E3. On va retrouver ici la maison initiale RT 2012, donc telle que nous l'avions conçue. Et ici, quels éléments j'ai modifiés afin d'atteindre le niveau E3. On voit que le plancher reste le même, les murs sont identiques, le plafond également, les menuiseries n'ont pas bougé, la ventilation n'a pas bougé, et ma production de chauffage de chaude sanitaire n'a pas bougé. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est une production d'énergie qui correspond à 5 mètres carrés de tuiles photovoltaïques, ce qui ne représente pas un investissement très important pour le maître d'ouvrage, qui ne dénature pas forcément le projet, en tout cas ne le remet pas forcément fondamentalement en cause par rapport à sa surface habitable, etc., son aménagement intérieur. L'esthétique, je laisse chacun juger suivant ses préférences. Alors, les résultats que l'on obtient. Le BBio n'a pas bougé, ce qui est normal puisque on n'influe pas sur les besoins en ajoutant des systèmes. Le CEP, lui, en RT 2012, descend à 15 kWh, donc on a un gain assez fort. Au niveau du résultat E plus C-, le bilan BPOS, on obtient 89,8 kWh d'énergie primaire par mètre carré, donc on est bien classé en E3. Le bilan carbone, EGES-PCE, on est donc non classable. C'est-à-dire que le résultat obtenu ne nous permet pas d'être classé entre C1 et C2. Cela est dû principalement à la fiche par défaut utilisée pour catégoriser les panneaux photovoltaïques. En EGES, donc cette fois-ci le bilan complet, on est à 1159,22, donc nous sommes classés C1. Donc ce bâtiment E3 C1 en ajoutant simplement 5 mètres carrés de tuiles photovoltaïques. Maintenant, autre objectif, passer sur le E4, l'étape suivante et l'échelle de performance la plus haute par rapport à l'énergie. Alors là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments verts, donc il y a beaucoup d'éléments qui ont changé. Le plancher, tout d'abord, il a beaucoup changé puisque nous l'isolons sous dalle et sous chape. Et on augmente l'épaisseur d'isolation sous chape. Donc on arrive à une épaisseur d'isolation sous dalle de 100 mm et 80 mm sous chape. Les murs, eux, sont également beaucoup modifiés puisqu'on a une isolation thermique par l'extérieur, une isolation thermique par l'intérieur, avec 120 mm à l'extérieur, 160 à l'intérieur, on arrive à des épaisseurs de murs très très importantes. Alors, je vais préciser ici que ce que j'ai cherché à faire, c'est mettre en avant quels efforts il fallait fournir pour atteindre ce niveau de performance. Je ne dis pas que les choses sont réalisables techniquement, ni même économiquement. Ça peut faire partie des enseignements qu'on peut tirer justement de cette comparaison. Je referme la parenthèse. Les plafonds, je n'ai pas changé, c'est déjà 48 cm de laine soufflée, alors on aurait pu mettre de la laine déroulée un peu plus performante et ajouter de l'épaisseur, mais nous avons déjà des résistances thermiques qui s'approchent de 10 sur les plafonds, et faire mieux, le rapport entre l'augmentation de la résistance thermique et le gain apporté est pas forcément très intéressant. Pour les menuiseries, je suis passé sur des menuiseries en bois triple vitrage et j'ai augmenté un petit peu la surface des menuiseries de façon à réduire les consommations d'éclairage. La VMC, je suis resté en hydro-réglable. En chauffage aux chaudes sanitaires, je n'ai pas changé de système, je suis resté sur une chaudière gaz du solaire thermique. J'ai baissé le coefficient d'étanchéité à l'air qui était laissé par défaut dans les autres simulations, donc à 0,6. Je me suis dit que, étant donné que maintenant les professionnels ont une connaissance et une expérience par rapport à l'étanchéité à l'air, on pouvait, sans prendre trop de risques, viser un coefficient de 0,4. Donc ça c'est le Q4 sous 4 Pascal. La production d'énergie, donc mes 5 mètres carrés de tuiles photovoltaïques se sont transformés en 30 mètres carrés de panneaux photovoltaïques.
Donc là, cette fois-ci, ce ne sont plus des tuiles qui s'intègrent facilement dans la toiture. On est sur des panneaux photovoltaïques qui viennent soit en surimposition, soit en intégration, et donc remplacer les matériaux de couverture. Les résultats obtenus. Donc, au niveau de la RT 2012, le BBio, lui, a fortement baissé, puisque nous sommes à 29,2 points. Le CEP est négatif, donc cela étant dû aux 30 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en RT 2012, donc j'obtiens un CEP de moins 163. Le bilan BPOS, lui, est de moins 8 kWh. Donc je vous rappelle que pour atteindre le E4, il faut être inférieur ou égal à 0. Donc on a un petit peu de marge, mais elle n'est pas non plus énorme. Au niveau du bilan carbone, EGES PCE, je passe en C2 avec 649 kg de CO2 par mètre carré surface de plancher et le coefficient EGES à 898. Deuxième proposition, j'ai essayé de voir si on ne pouvait pas réduire un petit peu. On a parlé du bois qui avait un coefficient égal à 0. Je me suis dit peut-être que la solution, c'est de passer sur une production d'énergie au bois de façon à profiter de ce fameux coefficient de conversion égal à 0. Donc ici, sur cette solution, on voit que le plancher, lui, n'a pas bougé par rapport à celle d'avant. On a toujours notre isolant sous dalle et notre isolant sous chape. On a nos murs qui n'ont pas bougé. Si, ils ont bougé un petit peu sur la résistance thermique des briques. Donc toujours avec notre ITE et notre ITI. Nos menuiseries, toujours le triple vitrage et les 3% de surface. Le chauffage, donc comme je l'ai dit, chaudière au bois. L'étanchéité à l'air 0,4 toujours. Et la production d'énergie, 23 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Donc le fait de passer au bois m'a permis de gagner quelques mètres carrés de panneaux photovoltaïques, mais pas énormément. Puisque voici les résultats. Au niveau du BBio, 29,2, le CEP moins 96, donc un petit peu moins bien que la version précédente avec mes 30 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et puis ma chaudière gaz. Au niveau du bilan BPOS, donc évidemment je suis un peu moins bien parce qu'on était à moins 8 tout à l'heure, là je suis à moins 4, mais je suis toujours j'atteins toujours le niveau E4. Mon bilan carbone, 844 pour EGES PCE et 955 pour EGES. Donc voilà un petit peu les différentes possibilités qui m'ont permis d'atteindre le E4. Autre solution, puisqu'on a vu que la chaudière bois n'apportait pas de grands gains me permettant de réduire la surface de panneaux photovoltaïques, je me suis dit, à ce moment-là, mettons des radiateurs électriques, des convecteurs, et puis un eau chaude, système ECS électrosolaire, c'est-à-dire des panneaux solaires thermiques, et puis une résistance électrique dans le ballon d'eau chaude, de façon à répondre à l'obligation de recours à une énergie renouvelable, et puis de limiter les consommations d'ECS, puisque c'est elles qui deviennent pratiquement les plus importantes, dans la mesure où on a une enveloppe qui est très très isolée. Donc voici les modifications que j'ai apportées. Le chauffage électrique, donc des panneaux rayonnants ou des convecteurs, et l'eau chaude solaire. J'obtiens, pour maintenir mon niveau de performance à E4, une quantité de panneaux photovoltaïques correspondante à 39 mètres carrés. Donc j'ai rajouté de la surface par rapport à la première version et évidemment par rapport à la deuxième, mais j'ai un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire qui est beaucoup moins coûteux que la première solution avec un circuit hydraulique et une chaudière gaz, et la deuxième solution avec une production de bois qui nécessite de la place dans le logement, ce qui serait, vu le plan que je vous ai présenté au départ, très difficile à loger. Les résultats obtenus, je vais vous les présenter. Donc au niveau du BBio, 29,2, ça n'a pas changé, évidemment. Le CEP, moins 198. Le bilan BPOS, moins 5,4, donc on est très proche de la deuxième version que je vous ai présentée pour obtenir le E4. Avec un EGES PCE, donc inclassable. Je ne vais pas revenir dessus, c'est à cause des fiches. Tous ces résultats vont évoluer. Le bilan BPOS n'évoluera pas, mais les EGES vont évoluer en fonction de la disponibilité des fiches des produits. Donc voilà les
différentes solutions que je vous ai présentées, ce que l'on peut voir, c'est que pour obtenir les niveaux E1, E2, E3, c'est relativement facile et ça n'entraîne pas de surcoût particulier dans la mesure où le bâtiment est d'origine bien conçu, avec les principes que l'on connaît tous de bioclimatisme, de compacité, d'orientation favorable, etc., etc. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'un bon bâtiment RT 2012 ne va pas nécessiter des investissements très importants, en tout cas pour du logement, pour passer du E1, E2, E3. En revanche, la marche du E4 est-elle très très difficile à obtenir. Et on le voit que sur un bâtiment très simple, elle est même techniquement irréalisable parce que je ne vois pas un investisseur, un promoteur ou un bailleur à avoir des murs aussi épais que ça, des planchers monstrueux. Cela viendrait manger de la surface à l'intérieur ou du moins sur la surface des parcelles. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire. On peut voir que les 3 premiers niveaux énergie sont très facilement obtenables, facile à obtenir, pardon, et le 4, lui, est beaucoup plus difficile et nécessite une réflexion approfondie de toute la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. Pour aller plus loin, on arrive sur la fin de cette présentation. Je vous encourage à aller consulter le site de l'ICEF, donc l'Association des ingénieurs et techniciens en climatique, ventilation et froid, qui a rédigé avec tout un comité une mallette pédagogique qui va vous permettre d'aller un peu plus loin dans ces différentes études de cas, puisque moi je me suis contenté de le faire sur un petit logement, mais eux l'ont fait sur un panel de bâtiments très très large, allant de l'école, bâtiments avec étage, sans étage, etc., etc., suivant les modes constructifs, béton, bois, etc. Donc très très complet et je vous ai mis l'adresse du site internet sur cette diapo. Le site dédié à l'expérimentation, donc site incontournable, bâtiment-énergiecarbone.fr, où vous trouverez notamment le référentiel avec ses évolutions. Je vous remercie pour m'avoir suivi au cours de ces 4 vidéos. J'espère qu'elles n'ont pas été très longues. Je sais qu'il y en a qui dépassaient les 20 minutes et c'est pas forcément évident dans une journée qui sont, je pense, toutes bien remplies. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez appris des choses, vous avez découvert certains éléments qui vous seront utiles. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je pense faire une prochaine vidéo sur l'avancée et le site de l'INES où vous pourrez trouver les différentes fiches des produits avec les impacts environnementaux.